Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Il y a des personnes qui, quand elles parlent, changent notre manière de voir les choses, de voir le monde même. André Stern fait partie de celle-là. Tu l'as peut-être déjà entendu dans l'épisode 13 de ce podcast, intitulé « L'enfant est un géant ». Un épisode qui continue, encore aujourd'hui, à faire réagir et à faire bouger les lignes. André ne rentre dans aucune case. Il ne prône pas une méthode, il ne cherche pas à convaincre, ne donne pas de recettes. Il raconte ce qu'il vit, ce qu'il observe, ce qu'il ressent. Et c'est peut-être ça qui touche autant. Dans son nouveau livre « L'enfant qui construit », il poursuit ce regard si particulier qui porte sur l'enfance. Un regard qu'on pourrait qualifier de tendre, mais qui est surtout extrêmement sérieux. Car derrière les anecdotes, les récits et les images qu'il partage, c'est bien un enjeu fondamental dont il est question, notre rapport à l'enfance, à l'apprentissage, à la liberté, à la vie. Je ne vais pas chercher ici à te résumer ce livre, ce serait lui faire violence. Je préfère inviter André à nous emmener, à sa manière, sur les chemins qu'il trace entre forêt, imagination et artisanat. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles partout où c'est possible et de commenter aussi, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Alors André, si je te dis qu'un enfant peut construire un monde entier avec une feuille morte et 2 cailloux, tu réponds quoi ? Je réponds, c'est la nature de l'enfant de faire tout un monde. La feuille morte suffit déjà. Récemment, dans la forêt, j'ai vraiment vu Benjamin, le plus jeune de mes enfants, ramasser une feuille et dire « Regarde, elle a exactement la forme d'un Defender, c'est un TIE Fighter dans Star Wars. Et en plus, tu as les nervures, là, tu vois, c'est tous les circuits électroniques. Et en plus, juste en dessous, la petite tige qui ressort, c'est le canon. Et il est presque indestructible, ton Defender. Et moi, je vais venir avec plein de vaisseaux. Et c'était ses doigts, juste ses doigts. Et il a construit tout un objet autour de cette feuille, presque morte. Et puis, puisque c'était mon vaisseau, j'ai subi des dommages. Il est venu avec ses ongles, il a frotté, gratté, percé. Il m'a dit, mais il vole encore. Et puis, il a inventé l'histoire qui va avec, ce que je transporte, qui j'emmène, où, pourquoi lui m'attaque. Après, il a dit, mais tu protèges des gens parce qu'il y a des destructeurs de forêt. Et il a commencé à arracher des feuilles d'une autre plante en disant, regarde là, ils sont en train de tuer la forêt, il faut que tu interviennes très très vite, que tu défendes les défenseurs. Une feuille a suffi. Il n'y avait pas de cailloux. C'est déjà un bon début alors. Ça suffit. Et comment ça se fait que l'enfant vienne comme ça, à pouvoir créer des mondes, parce que tout le monde n'y arrive pas, tu vois. En tant qu'adulte, moi, je rencontre plein d'adultes qui me disent, moi, je ne sais pas créer des mondes comme ça. On a l'impression que c'est un peu la magie de l'enfance. Non, c'est la magie de notre nature. Il y a juste des enfants qui la perdent et d'autres non. Et cette magie, cette espèce de super pouvoir de l'imagination, vient du fait que l'enfant est un frontalier ou une frontalière qui habite sur la frontière artificiellement créée par les adultes de ce monde, la frontière entre le monde réel et le monde imaginaire. Et l'enfant est un frontalier qui habite sur cette frontière et qui circule librement entre ces deux pays et qui va chercher dans l'un de quoi alimenter l'autre, qui va chercher dans la réalité de quoi alimenter l'imaginaire et qui va chercher dans l'imaginaire de quoi alimenter la réalité. C'est la définition même de la créativité. Et ça, c'est l'état natif de l'enfant. Ça, c'est notre nature. Et si on ne met pas un couvercle là-dessus, il n'y a aucune raison de perdre cela au fil du temps. Typiquement, encore un petit enfant que j'observe, 4 ans, dans un magasin de sport, d'accessoires de sport. Okay. À sa hauteur, il y a une combinaison qu'il n'a encore jamais vue. C'est une bottine avec des roues en dessous, avec des roulettes. Alors, des roulettes, il en a déjà vu, des bottines, il en a déjà vu, mais les deux combinés, et tu vois vraiment comment
il y a un processus de compréhension, d'admission, ok, parce que l'enfant n'a aucun préjugé. L'enfant a une ouverture d'esprit, on en parlera, on en a parlé, infinie, puisqu'il n'a pas de préjugés, il ne connaît pas de hiérarchie, il ne différencie pas entre les métiers bien vus et pas bien vus, les matières importantes et les autres qui le sont moins. Donc il admet cet état de choses et réfléchit. Bon, en réalité, ça, c'est une voiture. Et donc, il prend le patin à roulettes en question, le pose sur le sol, se couche sur le côté et fait circuler le véhicule sur ses roues devant lui en faisant un bruit de moteur et en se racontant visiblement toute une histoire. Ce que l'enfant a fait à cet instant-là, c'est qu'il a projeté tous les accessoires et tous les détails d'une voiture par-dessus ce soulier. Il a fait se superposer son imaginaire et la réalité de ce soulier. Il y a quelques adultes qui font ça. Il y a des artistes qui prennent un patin à roulettes, qui dessinent des ailes, des phares, qui peignent en bleu la tige de la bottine pour en faire un pare-brise, qui vont mettre des essuie-glaces dessinés par-dessus, qui vont à l'arrière mettre les feux, etc. Une plaque d'immatriculation. Et on va crier au génie. Oh, quelle créativité! Regardez cet artiste qui a transformé un patin à roulettes en automobile. Eh bien, c'est la même génialité que celle de l'enfant. Simplement, l'une est invisible parce qu'elle se superpose généralement de manière invisible à l'autre, tandis que l'artiste rend concrètement visible ce que l'enfant vit au quotidien, à chaque instant. Et encore une fois, je tiens vraiment à préciser, cette créativité, c'est un droit, parce que c'est notre nature. C'est à nous de le prendre. Bien sûr, on nous a mis, pour toutes sortes de raisons dont on va peut-être parler, on nous a mis un couvercle par-dessus tout ça, et on nous fait croire que la créativité est l'apanage de quelques privilégiés particulièrement doués. Or, ça, c'est faux. Justement, parle-nous de ce couvercle. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un couvercle juste au-dessus de nous, si c'est dans notre nature d'être créatif, et comment ça se fait qu'on l'accepte? Le premier stade du couvercle, c'est le jour où on te dit... On a déjà parlé, toi et moi, et je t'en remercie. Et puis, c'est bon de se voir grandir ensemble. Hein. Tu disais c'était l'épisode 13 ? Oui, tout à fait. L'enfant est un géant. C'est fou, hein. Et là, on a dépassé les 200. Oui, donc c'est pour te dire. On a parlé d'enthousiasme. Ouais. Je vais en reparler rapidement, Bien parce sûr. qu'il y a certains d'entre vous certains et certaines qui sont en train de rencontrer pour la première fois les choses dont nous avons déjà parlé. Donc, résumons. L'enthousiasme, c'est un autre super pouvoir de l'enfance. C'est cette capacité à soulever des montagnes, à ne pas confondre avec la joie. La joie s'arrête où commencent les difficultés, les obstacles, les larmes et les échecs. L'enthousiasme nous fait traverser les crises et nous amène à nos buts. L'enthousiasme, c'est cette force qui nous donne des ailes, qui nous permet de raconter ensuite, quand on l'a vécu, des histoires qui sont typiquement décrites comme ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ou elles l'ont fait. Cet enthousiasme, c'est l'état natif de l'enfant. Cet enthousiasme, c'est celui qui fait que, sans que tu t'en rendes compte, un jour, ton enfant est né à 10 ans, parle couramment anglais et tu n'as pas compris pourquoi. Il ne s'est pas entraîné, tu ne l'as pas vu bûcher, tu ne l'as pas vu écouter des enregistrements, tu ne l'as pas vu utiliser une app, etc. Mais tout d'un coup, il est complètement imprégné de l'anglais, par exemple. Il a été porté par l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ce qui fait que, et c'est souvent si mal compris, tu sais, l'enfant qu'on veut se faire sortir de la voiture et qui dit « je suis trop fatigué pour marcher ». Et tu mets la main sur le front, et il a de la fièvre, et tu dis, bon, il est pas bien. Allez, je le prends, je le porte. Et tu portes l'enfant somnolent, tout chaud, tout malade, qui peut même pas mettre un pied devant l'autre sur ton épaule, et puis tout d'un coup, vous passez à côté d'un manège. Et là, l'enfant qui était incapable de marcher se redresse, tu sens tout son corps devenir vif, et il n'a plus qu'une hâte, c'est de descendre de tes bras pour courir au manège et y passer 1 heure, à crier, à sauter, à danser. Et là... Il a toujours la fièvre. Hein. Il a toujours la fièvre, mais là, il y a toujours un adulte bien pensant, et je prends le masculin, pour venir te dire, voilà, mais donc, comme tous les enfants, il a fait un peu de comédie. Les enfants, c'est manipulateur, hein, vous savez, il vous a manipulé pour pas marcher, que vous le transportiez, il a fait comme s'il était épuisé. Mais bon, voilà, c'est un chevalier d'industrie, l'enfant. Il vous manipule. La preuve, c'est que maintenant, il saute partout.
Et on croit ça. Et on se dit, ah oui, c'est vrai, si maintenant il a cette énergie-là, c'est qu'avant, il n'était pas si malade que ça. Et puis, on peut aller voir l'enfant et lui dire, mais donc, du coup, vu comment tu sautes partout et que tu cries partout autour du manège, peut-être que tout à l'heure, tu n'étais finalement pas si fatigué et si malade que ça. Et là, l'enfant doit s'arrêter, va faire une introspection et se dire, attends, c'est vrai que les éléments extérieurs ont l'air d'apporter la preuve que j'ai menti sur mon niveau de fatigue. Et l'enfant va se remettre en question, va douter de sa propre nature, tu vois, et se dire, j'ai la preuve que j'étais pas fatigué tout à l'heure, c'est que je ne le suis pas maintenant. Et on est passé au bulldozer et au rouleau compresseur par-dessus quelque chose de tout simple. C'est que tout à l'heure, l'enfant n'avait pas d'enthousiasme et seulement la fièvre. Et maintenant, on arrive devant le manège, il y a une montée d'enthousiasme phénoménale. Et maintenant, il y a l'enthousiasme et de la fièvre, mais elle est devenue négligeable, portée que l'enfant est par l'enthousiasme. Tu vois comme c'est mal compris, parce que l'enfant est honnête quand il est fatigué et qu'il ne peut pas marcher, et il est tout aussi honnête quand il saute et crie partout autour du manège. Voilà l'enthousiasme. Petite anecdote, si tu me permets, pour compléter ton propos, parce que c'est très drôle que tu parles de ça, parce que je t'ai déjà entendu raconter ça. Et hier, ma compagne est allée au parc avec nos 2 enfants, et au retour, ma fille, ma grande, avait mal aux jambes. Tu vois, elle avait mal aux jambes, elle ne voulait pas rentrer. Enfin, on ne sait pas si elle voulait rentrer ou pas, mais en tout cas, elle avait mal aux jambes. Et on passe devant un passage à niveau, si tu veux. Et en fait, ma compagne lui dit, me raconte, et elle me dit, enfin, tu sais, chérie, des fois, je doute, enfin, je comprends pas, parce que elle me dit, elle a mal aux jambes, je lui ai dit qu'il y a un train qui est arrivé, elle a tapé son meilleur sprint jusqu'au passage à niveau. Et en effet, quand ma fille est rentrée, j'ai dit, bah alors, comment ça va, Sarah et tout? Elle me dit, mais papa, j'ai mal aux jambes, quoi. Ah, d'accord, ok, t'as mal aux jambes, pas de souci. Et c'est vrai que, tu vois, avec cette vision qu'on a, nous, adultes, et qu'on nous a appris à entretenir, en effet, on va se mettre à douter de nos enfants, à douter de leurs ressentis, et on va leur transmettre ça, quoi. On va leur transmettre ça, et après, effectivement, pour ne pas être pris en flagrant délit d'avoir manqué d'enthousiasme tout à l'heure et d'être enthousiaste maintenant, ben on va mettre un de ces fameux couvercles sur notre enthousiasme. Donc, rien qu'en parlant de cela, on a déjà vu apparaître les coins du couvercle en question. Ensuite, arrive le moment fatal où on va te dire plusieurs choses qui sont de la même facture. L'une est... il faut que tu t'enthousiasmes moins pour les dinosaures et plus pour les maths. Ah bah oui, bah forcément. Alors, la chose, c'est que les dinosaures, ça te passionne, ça t'enthousiasme, et les maths, pas du tout, parce que tu as moins de 10 ans. Marek Kaczmarzyk, que je salue ici, un éminent neuroscientifique polonais, a découvert et prouvé avec son équipe que le cerveau mathématique n'atteint la maturité qu'à partir de 10 ans. Je rebondis là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais regarde, moi, mon enfant, il sait compter, il aime bien, il comprend les maths. Et je pense que les gens n'ont pas compris qu'en fait, les enfants peuvent avoir un intérêt pour les chiffres, aussi parce que ça les aide à communiquer avec nous, les adultes. D'abord. Premier point. Et aussi que, en fait, les gens n'ont peut-être pas compris ce que c'était un cerveau mathématique. Exactement. Et pour finir, il y a certains enfants chez lesquels ce cerveau mathématique est réveillé bien avant 10 ans. Et c'est ceux qui, pour le restant de leur vie, vont être considérés comme doués pour les maths. Oui. Alors que les autres le sont tout autant. Simplement, la rencontre, dans la plupart des cas, est brutale avec une matière que tu ne peux pas comprendre puisque tu n'as pas l'organe pour la comprendre. Tout simplement pas l'organe. Et on te dit tous les autres comprennent et pas toi. Et donc, les mathématiques, comme pour la plupart des enfants, ne te passionne pas et on te demande de t'enthousiasmer moins pour les dinosaures et plus pour les mathématiques. Le problème, c'est que l'enthousiasme n'est pas, je salue nos techniciens et nos techniciennes ici, c'est pas comme la table de mixage d'un studio où tu peux monter un canal et descendre un autre. Notre enthousiasme, il n'y en a qu'un. Et donc, si on te demande de descendre, si on te donne comme injonction de descendre ton enthousiasme pour quelque chose, c'est pas ton enthousiasme pour les dinosaures que tu vas réduire, c'est ta capacité générale à t'enthousiasmer qu'on va réduire. Et donc, après, on te demande de t'enthousiasmer pour quelque chose qui, à la base, déjà ne t'intéressait pas, mais en plus, tu as descendu, parce que tu es loyal et obéis à l'injonction, tu as descendu ta capacité générale à t'enthousiasmer. Ça, c'est un autre couvercle. Et encore une fois, il y en a un troisième, c'est le principe de revenir à la réalité. Arrête d'être dans la lune, reviens les pieds sur terre. Ouais. Donc, on est en train de donner, encore une fois, de séparer des choses qui devraient ne jamais être séparées. On est en train de les séparer et de les hiérarchiser. C'est-à-dire, être dans la lune, c'est pas bien.
être les pieds sur terre, c'est bien. Il faut être réaliste. Arrête de rêver. Mais ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est ton imagination. Mais regarde la réalité. À chaque fois, on te fait cracher. C'est comme si on te donnait une grande claque derrière le petit avion de Benjamin. Paf, tu craches. Et tu te relèves. Et paf, à chaque fois, on vient te dire qu'il y a une discrépance entre ton imaginaire et la réalité et que c'est la faute de ton imaginaire. Donc, que ce que tu fais, loyal comme nous sommes envers les autres, mais particulièrement loyaux comme le sont les enfants, ben, tu renonces de plus en plus à l'imaginaire et tu arrêtes d'enrichir l'imaginaire de la réalité et la réalité de l'imaginaire pour te contenter de la moitié du monde, celle que nous qualifions de réalité. Oui, sur lequel, en plus, en tant qu'enfant, tu n'as aucune prise dans une société profondément adultiste. Dans une société profondément adultiste, l'enfant n'a effectivement, merci pour la formule, aucune prise de plus. Tu vois, je n'avais pas achevé ce constat. J'avais constaté que l'on a privé l'enfant de l'enrichissement de l'imaginaire sur la réalité, mais en plus, l'enfant qui a tout pouvoir dans l'imaginaire, t'as raison. Mais oui. J'en prends la mesure maintenant. L'enfant qui a tout pouvoir dans l'imaginaire se retrouve sans aucun pouvoir dans la réalité qu'on l'invite à ne plus quitter. Merci. C'est vrai que j'en prends la mesure ici et maintenant. Et ça fait le pont, si tu veux, avec des choses qui sont... je vais être très factuel et très pragmatique. Mais tu sais, quand on parle des écrans, d'ailleurs, tu en parlais dans ton livre, il me semble, sur Enthousiasme, sur rapport aux écrans. Tu disais, mais quel monde réel on leur propose aussi? Oui. Ben, en fait, c'est ça aussi. Mais complètement, ça se rejoint complètement. Pourquoi est-ce que... comment ça se fait que les enfants se plongent autant dans un monde imaginaire dans lequel ils peuvent avoir une certaine liberté? Ben, peut-être parce que dans le monde réel, ils n'en ont pas ça, pour les écrans, entre-temps, c'est éprouvé. C'est-à-dire qu'on pense que le monde virtuel, les écrans sont dangereux pour nos enfants et on ne se rend pas compte que c'est le monde réel qui est dangereux pour nos enfants, où ils n'ont pas de place, où ils n'ont pas la possibilité de devenir les héroïnes et les héros de leurs histoires, alors que c'est dans leur jeu ce qu'ils font, dans leur imaginaire, c'est ce qu'ils font. Mais en plus, et tu as raison, et je ne l'avais pas vu jusqu'ici, et voilà une corde de plus à cet arc, en plus, dans le monde virtuel, ils ont tout pouvoir, ou presque, tandis que dans le monde réel, ils n'en ont aucun. Même pas le pouvoir de prendre des décisions, et même pas le pouvoir de leurs enthousiasmes, et pas le pouvoir de leur créativité. C'est-à-dire que même dans un jeu vidéo aussi simple, on va dire, qu'un Mario, l'enfant peut décider de mourir. C'est-à-dire faire une décision totalement illogique. Mais Mario, oui. Mais il peut décider de... Minecraft. Oui, voilà, par exemple. Prends Minecraft, regarde la virtuosité d'un enfant et on va te dire, mais oui, mais va plutôt jouer avec tes Lego. C'est drôle quand même, tu vois, je veux dire qu'on est... Mais par contre, si tu joues avec tes Lego, faut pas faire de bruit, faut pas parler trop fort. Non, mais faut pas le faire sur la table du salon. Il faut pas que tu me déranges pour venir me raconter... Tu as été extrémiste, toi, hein. Alors bien sûr, je grossis le trait. Bien non, mais pour les gens qui nous écoutent, je grossis le trait. Mais malheureusement, mais quand même, je pense que si on demande aux enfants, ça ressemble beaucoup au quotidien de beaucoup de personnes d'un jeune âge. Je sais que nous, tu vois, notre fille, et du coup maintenant notre plus petit qui suit les traces de sa sœur sur ce sujet, notre fille par exemple, tu vois, elle a une salle de jeu. Alors on lui a fait une jolie salle de jeu avec une structure sur laquelle elle peut monter. Il y a un coin lecture, alors qu'elle investit aussi. Mais tu vois, par exemple, les Lego, elle avait une table sur laquelle elle a une table sur laquelle elle peut construire ses Lego tranquillement. Ben non, ces Lego, elle va les mettre sur la table de la salle à manger. Mais enfin, c'est évident. Pour pouvoir être avec nous. Mais enfin, c'est évident. Ben oui, mais tu vois. Non, mais c'est génial. Nous aussi, on leur a fait une super chambre aux enfants. Ils sont toujours avec nous. Il faut dire que pour les Lego, je donne le mauvais exemple. Parce que moi, je pousse toujours, vraiment tous les jours en ce moment, je me fraye un petit espace sur la table de la cuisine salle à manger pour déballer mes Lego. Et les construire. Donc du coup ils viennent regarder, t'en es où aujourd'hui avec la Porsche, parce qu'en plus j'y vais très doucement, hein, parce qu'il faut que les Lego durent longtemps, et du coup l'enfant va venir s'installer soit avec son Defender en feuille de la forêt, soit avec tout le matériel, mais souvent, qui est le plus souvent du matériel détourné, hein, du matériel Montessori qui sert à faire un fort, et va s'installer à côté, parce que c'est là qu'on est. Parce que cette table de la cuisine, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est le centre névralgique de la vie de la maison. Bien sûr. Cette cuisine, c'est l'endroit où toute la famille passe le plus de temps, grands, petits, et même les voisines qui viennent souvent chez nous, on est toujours autour de cette table de la cuisine.
Puis c'est là qu'on mange, tu vois, c'est là qu'on échange. Et pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient nous dire oui, enfin, Cédric, t'es gentil, mais du coup, ta table, c'est tout le temps le bordel. Alors, mais bien entendu que moi, j'ai 2 enfants avec des écarts d'âge assez conséquents, comme toi, par ailleurs, puisque tes enfants ont 7 ans d'écart, il me semble, et que les miens en ont 5 ans et demi. Moi, ma grande qui a 7 ans, par exemple, elle a commencé à faire ça, elle devait avoir 5 ans, je crois. Et je lui ai dit, écoute, pas de problème. Juste, tu vois, quand on mange et tout, nous, on préfère quand même manger sur une table où il n'y a pas de Lego partout. C'est un souhait, c'est un confort personnel. Et bien, tout simplement, d'elle-même, elle a intégré que, OK, donc il faut que je fasse quelque chose que je puisse déplacer facilement pour pouvoir le ranger. Bien entendu que des fois, débordée par son enthousiasme de construction, elle va nous dire, mais là, en fait, vraiment, j'ai construit quelque chose de très complexe. OK, on va peut-être nous se déplacer pour manger, tu vois. Mais non, mais tu vois, je veux dire, mais c'est parce que elle est là, les personnages, les membres de cette constellation familiale ont tous voix au chapitre. Et donc, on peut tout à fait déplacer les assiettes si, pour une raison X importante et compréhensible et raisonnable. Et qui n'est pas quotidienne non plus, je tiens à signaler pour les gens, tu vois. Parce que, oui, mais après, je te jure que nous, quotidiennement, il y a vraiment du monde sur la table. Non, mais j'entends. En plus, parce que les personnages Lego viennent souvent participer au repas. Mais pareil. Et Benjamin a un petit robot qui mange souvent avec nous. Il lui faut une petite assiette, une petite cuillère. Oui, mais tu vois, on peut aussi être dans le rituel, les rythmes et les rituels que tu apprécies beaucoup et que tout le monde apprécie. On peut aussi être, nous, adultes, dans des rituels où on aime bien, tu vois, que la table soit aussi un petit peu plus dégagée. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est tout le monde a voix au chapitre. Et ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, tu vois, surtout quand on nous vend que l'enfant, attention, alors à 2 ans, c'est le Terrible 2, à 3 ans, c'est le Freenagers, à 4 ans, c'est le Fucking 4. Il y a toujours un âge où l'enfant, c'est le problème, tu vois. Bizarrement, quand l'enfant est écouté, il écoute, tu vois. Et nous, quotidiennement, ma grande, alors bien sûr, là, je parle de ma grande. Notre plus petit qui a 18 mois, c'est nous qui lui amenons les Legos, c'est nous qui enlevons les Legos en faisant bien attention à ce que son château soit bien conservé, mais on lui montre comment on fait, parce qu'à 18 mois, il n'y arrive pas encore. Il observe quand même pas mal. Il observe, et surtout, tu vois, ce que les gens... il n'y a pas longtemps, j'avais une grand-mère qui était avec nous pour manger, et elle m'a dit, mais en fait, il ne fait pas de crise, du coup. Non, pourquoi est-ce qu'il ferait une crise ? Parce que même s'il verbalise pas le truc, machin, il observe, puis il voit que sa sœur, c'est pareil. Mais c'est aussi une question de pourcentage. Le pourcentage de ta voix au chapitre. Ah oui, mais... L'enfant qui a été entendu une fois. Si, tu sais, je parle beaucoup avec des enfants, je parle aussi pas mal avec des adolescentes et des adolescents en ce moment. Ce qui revient quand on leur parle, c'est qu'on les écoute pas. On dit des choses, mais on ne nous écoute pas. Il y a personne qui m'écoute, personne ne m'écoute. Et donc, quand je dis le pourcentage de voix au chapitre, c'est-à-dire que s'il y a un certain pourcentage de fois où c'est toi la personne à laquelle le monde s'est adapté, tu vas être beaucoup plus d'accord de t'adapter au monde que tu as l'impression que c'est un échange. C'est-à-dire, bon, cette fois, c'est moi qui m'adapte, mais la dernière fois, c'est le monde qui s'est adapté. Et les enfants sont d'une loyauté qui fait que le pourcentage n'est pas énorme. Hein. On les écoute 20% du temps, 80% du temps restant, ils vont nous écouter et suivre et s'adapter à nous. Il suffit de s'être adapté 20% à eux pour que déjà ils soient... Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as 0% d'emprise, de prise, si tu as 0 voix au chapitre, c'est là que tu fais des crises. Pour essayer, finalement, par la force, d'être entendu, d'être vu. Mais ne pas être vu, ne pas être entendu quand on est enfant, c'est tout simple. C'est « Oh, comme tu es sage. Sage, c'est « je t'entends pas, je ne te vois pas ». Et déjà, on te donne le message que moins je te vois, moins je t'entends, plus je salue ta présence. Plus exactement, plus tu es absente ou absent, plus tu vas recevoir de compliments sur ta conduite. Et par rapport à ce que tu dis, tu vois, je pense aussi aux parents d'enfants scolarisés qui souvent me disent « mais le soir, c'est l'enfer et tout ». Et par rapport au fait d'avoir de la prise et du pouvoir décisionnel un peu sur la réalité dans laquelle on nous oblige à rester en étant enfant, souvent moi je leur dis « mais ok, mais du coup en fait, faut prendre en considération que l'enfant à l'école, enfin dans l'immense majorité du système scolaire, il a déjà passé toute une journée à ne pas avoir voix au chapitre. Et quand il rentre chez lui, il retrouve ses parents, ses filles en attachement principal, etc., qui l'aiment de façon normalement inconditionnelle, qui lui font confiance aussi de façon inconditionnelle. Tu vois, à chaque fois, les parents, je leur dis, mais du coup, qu'est-ce qu'il peut décider là ? Même sur 5 minutes, en fait. Même sur 5 minutes. Les gens ont l'impression que tout à coup, ça va devenir un tyran. Non, même sur 5, 10, 15 minutes. Juste un petit peu de temps, tu vois ce que tu disais, un certain pourcentage, on va dire, qui doit varier selon les enfants, très certainement, et les constellations familiales.
Mais qu'est-ce que l'enfant peut décider à un moment? Parce qu'il n'a pas déjà passé toute une journée à prendre sur lui, à se dire je peux pas décider. Il manque plus qu'en plus le matin, ce soit très timé, très rythmé, parce qu'avec les vies du travail, de ceci, de cela, c'est pas facile. Donc depuis son réveil, ça fait des heures et des heures qu'il attend de pouvoir prendre une décision. Et bizarrement, dès qu'on laisse ce champ-là, ça se passe bien, dis donc. Enfin bien. En tout cas, l'adulte ne se plaint plus de l'existence de l'enfant. Oui, merci de le dire. Mais merci de le dire d'autant plus que notre ordre du monde patriarcal nous invite toujours à dresser l'enfant un peu comme on dresse les chiens. Et d'ailleurs, ça me choque dans un cas comme dans l'autre. Et comme on a dressé les femmes. Aussi, je vais te donner un exemple dans le conflit. Toi et moi, on veut la même chose. On va prendre, pour celles et ceux qui nous voient en vidéo, on va prendre un objet, un livre précieux. Regarde, toi, tu veux ce livre, et moi, je le veux aussi. Oui. Ça, c'est un conflit. Alors, il y a deux choses possibles. Alors, on va dire que toi, tu es l'enfant et moi, je suis l'éducateur patriarcal, d'accord? Alors, on nous dit, attention, à cet endroit-là, c'est comme avec un chien, il faut que ce soit l'enfant qui cède, sinon ça va devenir un enfant roi qui croit qu'il a, en cas de conflit, raison. Oui. Et donc, il faut qu'ici, quelqu'un soit le chef. Oui. Et si quelqu'un soit la chef. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour que tu lâches l'objet. Moi, j'ai plus mon livre et je suis triste. Oui, mais on va analyser d'abord ce que fait l'enfant au quotidien. Mm-hmm. Je vais te poser une question simplissime et idiote. À toi aussi. Si je chante devant un enfant, qu'est-ce que l'enfant apprend? À chanter. En tout cas, qu'on peut chanter. En tout cas, qu'on peut chanter. Si je danse devant un enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'on peut danser. Qu'on peut danser. On est d'accord. Si je perce un trou dans un mur devant un enfant avec une perceuse, qu'est-ce qu'il va faire le reste de la journée? Il va prendre n'importe quel objet, un bout de bois qui ressemble à une perceuse, et il va passer sa journée à percer des trous virtuels dans des murs virtuels ou dans des vrais... Les enfants sont des imitateurs et des imitatrices. Ils ont une génialité de l'imitation c'est incroyable. Alors, les bruits, c'est confondant. En ce moment, mes deux enfants ont un jeu qui est, l'un fait des bruits de moteur et il faut que l'autre devine. C'est un V8, un V6, un V8 américain. Mais c'est incroyable. Je vois Antonin, l'aîné de mes enfants, utiliser la vibration de ses molaires quand il souffle à une certaine fréquence pour ajouter un bruit de vibration au bruit que par ailleurs il chante. Donc ce sont des imitateurs. Ils nous font hurler de rire quand ils imitent la démarche de quelqu'un, la gestique de quelqu'un, quand ils imitent. Ce sont des imitateurs. Donc, on est bien d'accord. Je chante devant toi, enfant, tu prends connaissance de la possibilité de chanter. Je danse devant toi, tu prends connaissance de la possibilité de chanter. Je lis devant toi, tu prends connaissance de la possibilité. Et donc, derrière, l'enfant imite. Donc, si dans un conflit, revenons à notre situation conflictuelle, tu veux un objet, je veux le même objet, les principes de l'éducation patriarcale veulent que c'est moi qui ai raison, que je gagne ce combat à tes dépens parce que tu es un enfant et que sinon, tu n'en feras qu'à ta tête et tu penseras que tu as le pouvoir sur tes parents. Si, en cas de conflit, je lâche prise, quelle expérience fais-tu en tant qu'enfant? C'est qu'en cas de conflit, la possibilité de lâcher prise existe. Et Comment imaginer que l'enfant qui imite ce que nous faisons dans toutes les situations cesserait de le faire dans celle-ci et ferait exprès, uniquement dans cette situation, de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où nous lâchons prise, au lieu d'apprendre à lâcher prise, il apprendrait à devenir têtu. Je sais pas, mais c'est pas frappant? Et si je ne cède pas en cas de conflit, qu'est-ce que tu apprends? Ah ben là, je retiens. Là. Et surtout, quelle expérience tu fais? C'est de pas lâcher prise en cas de conflit. Puisque ta nature, c'est de m'imiter. Et si je ne lâche pas, et que ta nature, c'est de m'imiter, eh ben, tu vas apprendre à pas lâcher. Tandis que si je lâche, tu vas apprendre que la possibilité du lâcher-prise existe en cas de conflit. C'est dingue qu'on ait à raconter ça. Et je vais même rajouter une dimension, tu vois. Vas-y, remets-toi, je suis toujours l'enfant. C'est toujours toi l'enfant, voilà. Oui. Saisis-le tranquillement, le livre. D'accord. Et en fait, tu vois, c'est qu'à partir du moment où je vais voir que toi aussi tu veux le livre, oui. Je vais tout de suite, moi, chercher à le récupérer parce que avant. C'est l'expérience que tu as faite. C'est l'expérience que j'ai faite, c'est que toi, tu as voulu me le prendre. Bien sûr, évidemment. Tu vois. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose, tu vois, qu'on peut souligner. Et après, je vais te le reprocher. Exactement. Et que ça, c'est vraiment aussi, tu vois, ce qu'on peut retenir, c'est que, tu vois, quand je discute avec les parents, dans ce que tu disais, c'est qu'ils me disent, mais en plus, ça empire. Oui, parce qu'en plus, l'enfant anticipe le fait qu'il va se faire. Il va y avoir conflit, que c'est que la force qui va le résoudre. Et donc, bien entendu, qu'en fait, il réagit avec ce qu'on lui donne. Et il nous imite. Exactement.
Et c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. J'utilisais toujours cette phrase dans notre précédent épisode, hein, ne pas oublier que les enfants deviennent comme nous les voyons. Ça reste une des clés majeures pour moi. Hein. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nous sommes devenus comme on nous a vus et nous nous voyons nous-mêmes aujourd'hui comme on nous a vus quand on était enfant. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, on regarde nos enfants comme nous avons été vus quand nous étions enfants. Mais l'autre aspect qui est à ne pas oublier, c'est que nos enfants deviennent aussi comme ils nous voient. Eh oui. Il y a des obsessions. L'aide ménagère, que l'enfant participe au ménage. Mais l'enfant n'est pas aveugle. Simplement, à l'heure qu'il est, la plupart des enfants, ils ne veulent pas faire la vaisselle. Ils veulent jouer à faire la vaisselle. Et ce conflit autour de l'aide au ménage, regarde, je vais caricaturer bien sûr, hein, mais je te dis, regarde, laver la vaisselle, je déteste ça. C'est une tâche, c'est une charge, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, mais que vraiment, je déteste. Et je la déteste tellement que je veux que tu participes. C'est pas très incitatif, c'est pas une invitation extrêmement efficace. C'est juste comme ça, soit dit en passant, un détail comme ça. Mais surtout, nos enfants se projettent et ils se voient adultes faisant ce que nous faisons aujourd'hui. Juste aujourd'hui, ils préfèrent jouer à faire la vaisselle que faire la vaisselle. Mais bien sûr. Ça a l'air illusoire et pas vivable. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus soulageant pour tout le monde qu'on l'imagine. Parce que du coup, en tant que parent, tu peux te soulager de cette responsabilité que tu as pour l'avenir de tes enfants. C'est-à-dire, si je ne les fais pas aujourd'hui participer au ménage, ils ne sauront jamais faire quoi que ce soit dans une maison. Ça peut te dégager de ça. C'est que nos enfants ne sont pas aveugles. Ils nous observent tout le temps et ils sont tout le temps en train soit de nous imiter au présent, soit de nous imiter au futur. Ils se projettent dans un futur dans lequel ils reproduisent ce qu'ils observent au quotidien chez nous. On parlait de ton livre qui s'appelle L'enfant qui construit. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette notion de l'enfant qui construit. On a parlé d'imaginaire, on a parlé de l'imitation, on a fait quelques détours pour rappeler les besoins de l'enfance, mais c'est important. Mais du coup, l'enfant qui construit, donc c'est dans sa nature, mais à un moment, est-ce qu'il peut faire passer son temps à ça, en fait ? Est-ce que toute sa vie, on peut juste construire ce qu'on a envie ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses à prendre en compte autour de nous ? Est-ce qu'on peut être comme ça ? Est-ce que c'est pas juste un jeu ? Est-ce que c'est vraiment sérieux de jouer comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette construction ? C'est drôle, mais ça reste une des choses les plus satisfaisantes. En tant qu'adulte, si on était sincère, si on était libre, si on n'avait pas peur du regard des autres, je te disais que je fais du Lego. Oui, je m'achète des sets entiers de Lego parce que c'est une de nos premières délectations, la construction. C'est cette impression primitive de l'enfant. Je vais dans le vaste monde, le monde me change, mais je change le monde, je le construis. Et puis c'est le fait que dès le début de notre existence, nous commençons à créer des choses dans notre esprit. Des histoires, des jeux, des objets, des machines. Donc c'est une profonde satisfaction. Et c'est pour ça que tu vois des adultes qui parfois prennent un air gêné, mais tu vois, qui ne peuvent pas résister à, quand ils voient 2 cubes, à les empiler. Et puis, du coup, on a créé la notion de bricolage. Je déteste ce mot. Au rayon bricolage et la bricole, tu vois. C'est vrai que, voilà, moi qui ai tout démonté dans ma vie, je répare à peu près tout. Et donc, j'entends souvent, ah oui, André, c'est un bon bricoleur. On a créé cette notion de bricolage. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ce besoin de créer, de construire, qui est très présent chez les adultes. On en a créé un marché, que ce soit les mandalas pour les adultes, et puis tout ce bricolage, et les do-it-yourself, qui ont un succès évident. Pourquoi on aime tellement les do-it-yourself ? Parce que ça, je l'ai fait moi, tu vois, ou des gens qui font de la céramique et qui utilisent au quotidien des objets qu'ils ont fait eux-mêmes. Tu vois, c'est une satisfaction profonde qui ne nous quitte plus. Et si on était honnête et si on ne nous apprenait pas à nous séparer de l'artisanat, parce que l'artisanat, quand même, c'est moins bien que certaines choses. Hein, tu vois, être artisan, c'est quand même dégradé par rapport à... On va reciter... Ah non, ça reste... On a évolué sur beaucoup de choses, mais docteur, ingénieur, avocat, ça reste quand même les métiers... Si tu n'as pas fait l'un des trois, à la limite encore architecte, tout le reste est dévalué. Et ne parlons pas de l'artisanat. Oublie pas que l'artisanat, c'est la voie de garage. C'est quand tu n'as pas réussi par ailleurs. Moi, j'ai vécu dans un amour
de l'artisanat depuis le début, parce que c'était ma nature, et puis parce que pour mes parents, ça a toujours été ce qu'il y a de plus haut sur Terre, la capacité humaine à créer, à construire, à broder, développer des techniques extraordinaires. Quand tu vois certains objets qui ont 400, 500 ans et que tu vois la précision, la beauté, la virtuosité artisanale de celles et ceux qui les ont construits, ces objets, tu te dis, mais c'est un des plus beaux côtés de l'humain. Et donc, ça dépend toujours. C'est plus, et là, on va encore une fois plus parler d'attitude que de méthode, une de mes marottes. C'est plus une question. On me dit toujours, mais attends, tu prônes le jeu et tu dis que tu es resté enfant parce que tu joues encore, mais on ne peut pas jouer toute sa vie. Mais il s'agit plus d'une attitude générale que d'une implication et une application pratique. Tu vois, c'est un esprit ludique, c'est un esprit créatif, c'est un esprit constructeur, c'est un esprit constructif. C'est aussi la recombination de choses. Et ce sont des jeux auxquels on joue. Tu sais, quand on fait des jeux de mots foireux. Oui, genre, moi, j'arrête pas. Mais c'est une de mes grandes spécialités. Mais les calembours. Oui, c'est ça. J'aime bien le jeu de mots foireux. mais on agence des choses selon une... et cette combinaison est hétéroclite, inattendue, et tellement drôle, et tellement jouissive, mais c'est une construction. Ça reste notre petite portion congrue de l'enfant constructeur, de l'enfant constructrice. Tu as vu mon titre, l'enfant qui construit. Ouais. Alors, tu me dis, est-ce qu'on peut faire ça toute sa vie ? Oui. Je nous y invite. Je nous le conseille. quand on voit cette jouissance toute simple, cette satisfaction, pourquoi se la refuser, sachant que c'est notre nature. Et sachant encore une fois que toutes les personnes que nous considérons comme particulièrement créatives, comme étant susceptibles de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées de manière originale, etc., ces personnes sont les personnes qui ont gardé cette prérogative d'enfance qui est de ne pas cesser de circuler librement entre le réel et l'imaginaire. Encore une fois, l'enfant, et pourquoi pas nous, puisque c'est notre nature, projette constamment, en continu, projette l'imaginaire par-dessus le réel et réciproquement. Et pourquoi se refuser ça ? Au nom de quoi ? C'est ça la chose, c'est qu'on le fait de gaieté de cœur, renoncer à ça, pensant bien faire, mais au nom de quoi ? On cale en fait. Parce que ce qu'on va nous dire, si tu veux, souvent ce qu'on va te répondre, c'est que, mais tu comprends, l'important c'est d'avoir un métier qui va te rapporter de l'argent. Alors pour les gens qui nous écoutent, moi je tiens à dire qu'on peut avoir un travail rémunéré, reconnu socialement, qui soit pas forcément ce qui nous correspond le plus, les travails alimentaires dans notre société actuelle, j'entends, même si on peut vous parler de changement de société, mais c'est pas le sujet de l'épisode du jour. mais en tout cas, on peut avoir un travail alimentaire et s'autoriser d'avoir un espace justement de liberté, d'imaginaire. Et parce que souvent les gens me disent oui, mais attends, des fois, quand on vous écoute, c'est quand même une position très privilégiée, ce qui est le cas, je pense. Je pense que c'est un privilège de pouvoir continuer à jouer longtemps aujourd'hui. C'est malheureusement un privilège. Et de le faire librement, je pense. Mais que je pense que ces temps de reconnexion, de s'autoriser à construire, à jouer librement, c'est important de prendre conscience qu'on peut et on doit se les accorder. Il y a des gens, c'est pas du tout leur truc, et pourquoi pas. Mais bon, là, pourquoi pas. Après la construction, et je le raconte dans ce livre, parfois c'est juste dans l'imaginaire. Parfois c'est quelqu'un qui a inventé une conlangue, c'est-à-dire une langue comme Tolkien en a inventé toutes sortes. Tolkien a commencé par une conlangue avant d'écrire une histoire autour. C'est aussi un travail de construction, j'en parle dans ce livre. Tous les artisanats ne passent pas forcément par le fait de façonner des objets. Ceci dit, là aussi, ça va être une question de pourcentage. C'est-à-dire que le travail alimentaire, il est inévitable, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et je pense qu'on s'aveugle en pensant que c'est un privilège, que ce que je peux raconter de mes enfants, ou toi des tiens, Étienne. Je pense qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de privilégiés, ce n'est pas des enfants doués, ce n'est pas des enfants spéciaux, c'est des enfants comme tous les autres. C'est à la portée de chacune et de chacun, et c'est important de le dire. Parce qu'on se réfugie trop facilement. Parce que tu vois, la biographie que j'ai eue, j'en suis extrêmement reconnaissant, je suis plein de gratitude. Mais mes parents ne se sont pas réveillés un matin en disant oh, les conditions idéales sont réunies, les circonstances sont parfaites, l'environnement est idéal, alors puisque les conditions sont présentes, alors on va respecter les rythmes et rituels de nos enfants. Tu vois, ils ont pris la décision de respecter les rythmes et rituels de leurs enfants, et puis ils ont organisé autour les conditions pour qu'elles n'empêchent pas la réalisation de leur
projet, plus exactement de leur respect. Et ça, c'est quelque chose que chacune et chacun peut faire à tout moment. Parce que mes parents, encore une fois, on a cette obsession pour les conditions. Ah, tu sais, c'est pour l'instant, moi, les conditions ne sont pas réunies. Avant de parler des conditions et des environnements, je voudrais parler rapidement donc, du pourcentage. Le travail alimentaire sera d'autant plus supportable qu'il y aura un certain pourcentage de travail, on va l'appeler artisanal, de construction ou n'importe quel. Je déteste autant le mot hobby que le mot passe-temps, alors qu'on a si peu de temps, hein, que le mot bricolage. Mais tu vois, cette portion où on redevient l'enfant qui construit va rendre d'autant plus supportable la partie plus alimentaire de notre implication. Complètement. Tu as des gens qui travaillent comme des fous à un travail plus qu'alimentaire, c'est pour financer un projet de dingue. Ils construisent un avion. Je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'est construit une boîte à savon, quoi, un avion en contreplaqué, avec un moteur de carte dedans. Et donc, c'est des pièces qui coûtent cher, même s'il va. Et puis, les licences, les autorisations, il travaille comme un fou pour financer. Il travaille la journée pour construire son avion la nuit, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça. Mais c'est pas obligé d'être autant, c'est pas obligé, mais on constate que le travail alimentaire de ce monsieur a du sens dans sa vie puisque ça lui permet de financer la réalisation de ce qui, par ailleurs, l'enthousiasme. Et donc, il est prêt à travailler chez McDo, il est prêt à travailler en tant que caissier parce qu'il est porté par un enthousiasme pour quelque chose. Donc, finalement, notre recherche serait plutôt de ce qui nous enthousiasme, qui va nous donner des ailes et qui va donner du sens à ce travail alimentaire qui, sinon, va être seulement pesant. Et puis, pour les circonstances, les conditions, les environnements, je voulais encore ajouter quelque chose. Parce qu'on a cette obsession pour les conditions et cette obsession pour les environnements. Ah, mon enfant ne grandit pas dans un environnement suffisamment motivant, etc. Ou alors on prépare des environnements. Il y a des environnements préparés sans une quelconque méthode. Donc il y a cette obsession pour l'environnement et les conditions. Et moi, là, me vient toujours à nouveau à l'esprit une histoire que je voudrais raconter ici, que je n'ai pas racontée dans l'épisode 13. Pour plusieurs raisons, ça n'existait pas encore et c'était pas d'actualité comme ça l'est devenu entre-temps. C'est l'histoire de mon papa, Arnaud Stern, qui nous a quittés il y a un an à peu près. Donc c'est facile de calculer, son enfance a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en plus en Allemagne nazie, alors que lui-même était juif. Donc, tu as 12 années de guerre, 12 années de fuite, 12 années de persécution nazie, 12 années de peur, de précarité. Tu peux demain te retrouver arrêté par quelqu'un qui est allé à l'école avec toi, parce que non seulement il en a le droit, mais en plus la mission. Et gazé, détruit à chaque instant. Il faut imaginer ce que ça signifie une enfance dans ces conditions-là. Les bombardiers qui vous passaient par-dessus, les forteresses volantes américaines qui vous rombissaient toute la nuit, le ciel qui s'embrasait toute la nuit sous les bombes, se cacher dans la paille quand le chien aboie, n'avoir plus rien, n'être plus rien, parce qu'ils sont devenus apatrides, on leur a retiré leur nationalité sans leur rendre ensuite. 12 années comme ça, les pires conditions, les pires circonstances, les pires environnements qu'on puisse imaginer pour une enfance, vraiment. À chaque fois que nous voyons, et Dieu sait que l'actualité ne cesse de nous en donner des occasions de voir des enfants qui tremblent dans des couloirs souterrains à côté de leurs parents ou qui jouent sur les décombres de leur maison dévastée, qui jouent sur les ruines d'une ville. À chaque fois, le cœur nous saigne quand on voit des enfants jouer dans les ruines ou essayer de survivre au milieu des bombes. Le cœur nous saigne et tu sais quoi? Le cœur devrait nous saigner bien davantage encore. Que nous supportions de vivre dans un ordre du monde qui non seulement tolère de telles choses, mais de plus les génère. Mais là où cette histoire devient intéressante, c'est quand on pose la question à mon papa, et tu m'excuseras, je ne suis pas encore habitué à parler de lui au passé, c'est quand on posait donc la question à mon papa, comment était ton enfance? Et qu'il répond, merveilleuse. Et que là, tu sais, ça nous fait... Gloops, quoi? La guerre, les persécutions nazies, la précarité, la peur continue. Tu dis une enfance merveilleuse? Oui, dit-il. Oui, parce que mes parents et moi, nous étions dans l'attachement. Mes parents ne pouvaient me donner aucune sécurité matérielle, mais pour la peine, une sécurité affective et émotionnelle constante. Et j'y vois une énorme leçon. C'est que oui, bien sûr, les environnements, oui, bien sûr, les circonstances, oui, bien sûr, les conditions ont leur mot à dire dans le devenir d'un enfant, mais beaucoup moins que l'attachement. Je laisserai à d'autres
dans d'autres de tes épisodes le soin de parler de l'attachement et de cette histoire si ancienne en nous-mêmes, puisque le lien, nous l'avons ressenti dans le ventre d'une mère comme jamais plus ensuite, et qu'on a fait une double expérience fondamentale, celle que nous sommes liés à un autre humain et que grâce à ce lien, nous grandissons et que chaque jour où nous grandissons nous apporte plus d'autonomie, donc que notre autonomie prend racine dans l'attachement. Chose que nos éducations patriarcales, on nous propose l'inverse. On nous propose de couper le cordon le plus tôt possible pour devenir autonome. Or, c'est l'inverse. C'est plus longtemps on laisse l'attachement agir, plus rapidement l'enfant va devenir autonome. Et sincèrement et véritablement autonome. Parce qu'un oiseau tombé du nid, je ne sais pas si tu as observé, mais il n'a pas l'air très autonome. Et donc, cet attachement qui est donc une si vieille histoire en nous et qui est un espoir que nous gardons toujours, qu'un jour, on rencontre une personne ou des personnes avec laquelle ou lesquelles l'attachement va conduire à notre autonomie. Si tu réussis, et ce n'est pas une injonction, attention, mais si dans ce lâcher-prise d'une autre des phrases de notre épisode 13, qui est « Je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est rien de plus, hein, qui est une attitude et pas des mots, parce que les mots manipulent. Si cet attachement a eu lieu, tu peux en réalité prendre te mettre en congé pédagogique, en vacances, parce que tu as fait déjà la majorité de ce que ton enfant espère de toi. Il peut y avoir des guerres et des camps et la fuite. Si l'attachement est là, l'enfant dira finalement qu'il a eu une enfance merveilleuse. Je trouve que ça nous libère des circonstances, ça nous libère des conditions, ça nous libère des environnements, et par quelque chose de concret qui n'est pas « donne-toi encore plus de mal », le terrible culte de l'effort. C'est pas « donne-toi encore plus de mal », c'est « Ah, je t'aime parce que tu es comme tu es ». Ce que tu racontes, ça me fait beaucoup penser au film La vie est belle, avec notamment Roberto Benigni, que j'invite l'auditoire à regarder. Alors, moi, je vous le conseille en italien sous-titré, parce que vraiment, la langue italienne est formidable. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup, un petit peu, tu vois, ce qu'a sûrement connu Arnaud, ton père, avec l'attachement qui est au cœur, tu vois. Si les gens veulent voir aussi, tu vois, vraiment ce que ça peut donner, je trouve que c'est un film formidable. Je peux pas m'empêcher aussi, tu t'es entendu parler tu vois, d'artisanat, de classification, de hiérarchisation, notamment des artisanats, etc. Et tu vois, du coup, ça m'est vraiment venu de parler de l'artisanat de la parentalité aussi, tu vois. Excellente idée. On construit notre parentalité. Avec tous les errements et toutes les exactement. erreurs. Et tu sais, on veut toujours mettre parentalité quelque chose, mais parentalité artisanale, tu vois, je trouve que c'est un concept c'est bien ça. C'est excellent. Ça m'est venu là. Alors on le lance maintenant. Mais en fait, quand tu regardes comment travaille un artisan et comment est-ce qu'on travaille notre parentalité artisanale, ça me va. Mais alors c'est excellent. On va utiliser ça à partir de maintenant. Ça nous libère du bienveillant, parce que bienveillant va toujours du haut vers le bas, soit dit entre nous. Bien sûr. Du haut de ma grandeur, j'ai la bienveillance. Je t'offre ma bienveillance. Ma parenté artisanale. Ça intègre l'erreur, la relation. Voilà. Waouh! Mais ça m'est venu en t'écoutant là. Laisser erreur. Oui, parentalité artisanale. Exactement. N'oublie pas que il y a une dimension. Pourquoi pas, hein, mais il y a une dimension qui n'a pas été celle de l'enfance d'Arnaud. C'est en quelque sorte, je veux pas faire alors spoiler alert, le papa déguise la réalité. Grâce à l'imaginaire, il déguise la réalité pour la rendre amusante aux yeux de son enfant. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, mes grands-parents n'ont pas fait avec mon papa. Ils lui ont pas dissimulé la réalité de cette horreur. Je critique pas du tout. Hein. Non, mais j'entends. Je dis, là, il y a une nuance là qui est une question de décision à prendre dans cet instant-là de la vie. Moi, je prendrais pas le risque personnellement. Et encore une fois, je critique pas ce film que j'ai autant apprécié que toi, mais je prendrais pas le risque qu'un jour l'enfant dise « Mais alors finalement, c'était pas un jeu, cette histoire. » Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour revenir à la construction, imaginons que... Parce que l'épisode avance. Et pour revenir à la construction, imaginons que moi, je suis un adulte et moi, je suis plus très à l'aise avec le fait de jouer librement, de construire librement, de rencontrer les matériaux. On parlait au tout début de l'épisode de cette feuille morte, avec ou sans cailloux, de n'importe quoi. Tu parlais de ce roller qui est en fait devenu une voiture. Mais moi, je ne suis pas habitué. Je ne sais plus trop faire. Sans méthode, sans rien, mais comment est-ce que je peux essayer de renouer avec ça ? Je crois très fort dans le pouvoir de l'inspiration. C'est-à-dire, peut-être qu'un épisode de podcast comme celui-ci, ou la lecture d'un livre comme celui-là, va faire naître en toi
va donner la petite impulsion, tu vois, la petite étincelle qui va te faire prendre conscience du fait qu'il y a des choses que tu aimerais construire. Et c'est pas forcément... Quand je parlais du bricolage tout à l'heure, c'est parce que tu vois cette notion... parce que... C'est bizarre, mais c'est pas la même chose si l'enfant ramasse une feuille et dit c'est un vaisseau spatial. C'est pas la même chose si, comme je l'observe, l'enfant va chercher des objets hétéroclites. L'enfant cherche des objets hétéroclites et est capable de le transformer en n'importe quoi. Donc on en a conclu qu'on peut donner n'importe quoi aux enfants qui s'en contenteront. Et on leur fait faire des colliers de nouilles ou des porte-crayons en papier hygiénique. Tu vois, et ça, c'est le bricolage. Ça a un nom même dans le programme scolaire. Ça a un nom dans le programme scolaire. Et ça, c'est terrible parce que ça, c'est une stérilisation. Si je te fais faire le même porte-clés en allant ramasser des pierres dans la rivière que tous les autres enfants et qu'on va faire une expédition où ça ne te concerne pas du tout pour aller ramasser les cailloux et dessiner dessus et apporter ça triomphalement à la maison, je suis désolé, cette organisation-là des travaux pratiques, alors ça va pas du tout dans le sens de notre nature. Ça, dès que c'est organisé, et de plus, tu vois, où on te fait croire que si tu mets des gommettes, ça va être trop joli et que ta maman va être trop contente, alors qu'en réalité, la plupart des parents trouvent ça sincèrement ridicule, hein, mais ils s'extasient parce qu'on leur a dit, regardez, l'enfant a fait ci, l'enfant a fait ça. C'est pas du tout ça, la créativité. La créativité, par définition, c'est quelque chose de libre qui vient de toi. C'est toi qui fais une rencontre. C'est pas, on t'a organisé, on t'a dit, viens, on va chercher un joli caillou, puis on va le dessiner, on va faire un smiley dessus. Il y a zéro liberté là-dessus, il y a zéro construction. Certes, on t'occupe avec de la construction, mais c'est pas la construction telle que ta nature, et j'essaie de décrire ça dans le livre, il faut que ce soit bien clair, la différence qu'il y a entre le bricolage organisé et la construction de l'enfant, qui va ramener à la maison 3 cailloux, un bâton et une feuille, et te dire que c'est sa panoplie de ceci. Et tu vas dire, vraiment, le premier bout de bois lui a servi. Mais parce que tu ne vois pas le reste. Tu vois, et c'est quelque chose que je raconte là aussi, c'est l'enfant qui attrape un bout de bois et qui voit que c'est un guidon de moto. Et tout d'un coup, il y a un effet magique parce qu'il y a toute une moto. Et il ramène la moto à la maison, pas le bout de bois. Mais du coup, on en vient à penser qu'un enfant va se contenter de n'importe quoi, puisque n'importe quel bout de bois peut faire une moto. C'est là qu'il y a matière à de gros malentendus. Donc on nous rappelle la valeur et de notre désir de construire, de notre penchant. Qu'il soit concret, hein, des gens qui auront envie de faire de la céramique parce qu'ils ont envie de manger dans des objets qu'ils ont fait eux-mêmes, ou que ce soit, encore une fois, mais le Scrabble, c'est constructif. Tu construis des mots et c'est une profonde satisfaction. Tu vois, c'est d'aller se rendre compte que, en réalité, ce désir de construire, il est omniprésent. Et donc, tu me dis, j'ai perdu la notion Je pense à tous ces adultes qui... Comment faire pour y revenir ? Exactement. Mais tu sais, je vais répondre par une des vraies réponses et d'une des réponses les plus triomphantes de l'enfance. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour. Il y aurait tout un épisode à faire autour du « je ne sais pas ». En tant qu'enfant, le « je ne sais pas », qui est triomphant, qui est « j'ouvre la voie à de nouvelles connaissances », tu te les prises dans la figure et tu n'oses plus t'aventurer sur des terrains que tu ne connais pas, de peur de devoir livrer un « je ne sais pas » pour lequel tu vas être sanctionné. Alors que chez le grand philosophe, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien est considéré comme une phrase phare, ce qu'elle est d'ailleurs. Lorsque c'est l'enfant qui l'a dit, c'est une lacune, il s'est fait prendre en flagrant délit de ne pas avoir appris telle et telle chose, hein, de ne pas oublier non plus ces choses-là. Donc, non, je ne sais pas comment on en revient à notre nature d'enfant qui construit. Je sais que c'est dans notre nature, je sais que c'est une de nos nostalgies, et je pense qu'il faut tout un livre. Je pense qu'il faut tout un épisode de podcast pour commencer à éveiller en nous ne serait-ce que la pertinence de ce penchant que nous avons appris à étouffer puisqu'on nous a dit que c'était complet. Encore une fois, c'est les loisirs créatifs, tu vois. Encore une fois, c'est le bricolage, c'est le passe-temps. C'est ce qui est autorisé quand on a suffisamment peiné en se consacrant aux choses soi-disant sérieuses. Alors après, tu peux te consacrer à ton hobby. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait, même pas un renversement des hiérarchies, il faut qu'il y ait une libération par rapport aux hiérarchies. Et je crois sincèrement qu'il faut raconter ces choses-là. Et merci de me donner une nouvelle fois la possibilité de raconter ces choses-là et de les raconter avec moi, parce que ça va réveiller, ça va peut-être être la petite étincelle, ou peut-être ce sera ce livre, ou tout autre livre d'ailleurs, qui va donner cette petite étincelle qui va faire que tu vas trouver quelle est la pertinence de
l'enfant qui construit dans ta vie et quel est ton chemin vers l'enfant qui construit. Tout ça, c'est une jungle et il n'y a pas un chemin qui nous permet de traverser la jungle. Il y a une infinité et il n'y a que toi qui connaisses toutes les nuances de la constellation dans laquelle tu te trouves avec les personnes qui la forment en suffisance pour pouvoir prendre des décisions. Et que si quelqu'un de l'extérieur venait te répondre, fais-le de telle ou telle manière, c'est-à-dire si je répondais à ta question directement en disant, si tu veux retrouver ta créativité et ta nature d'enfant constructeur, fais telle et telle chose, je serais un charlatan. Parce que je te dirais, fais comme moi, prends mon chemin au travers de la jungle et tu arriveras à bon port. Or, c'est faux. Je n'ai droit au chapitre de ce genre de décision que lorsque je suis capable, à l'oreille, de détecter lequel des enfants s'est levé juste parce que j'entends ses pas à l'étage. Tant que tu n'as pas cette capacité, tu es prié de t'abstenir, de donner des conseils et de répondre à ce genre de questions, parce que j'ai aucune idée de quel sera ton cheminement au travers de cette jungle. Ce que je sais, c'est qu'il est nécessaire de réveiller cette nostalgie en nous pour atteindre cette satisfaction qui va rendre toutes les insatisfactions de ce monde beaucoup plus supportables. Je ne dis pas, parce qu'on va me dire « Ah oui, mais tu veux un monde de bisounours où tout le monde joue et tout le monde construit. » Non, non. C'est pas de ça dont on parle ici, ni toi ni moi. Ce dont on parle ici, c'est de toutes ces choses qui correspondent à notre nature, qui sont satisfaisantes et qui font que tout le reste devient soudainement non seulement plus supportable, mais parfois plus agréable. Cessons de diffamer, de déformer, de déforester l'enfance. On n'en sera que plus florissant. Eh bien, écoute, je trouve que c'est bien pour finir cet épisode. Merci beaucoup, André. Ça pourrait être le mot de la fin. J'ai quand même envie, pour finir, de te remercier, de vous remercier, parce que pour le temps de cet épisode, toi et moi, on est venus du côté du miroir où règne la confiance. Et j'ai l'impression que... Alors déjà, merci. Puis j'ai l'impression que certaines et certains d'entre vous ont envie de passer un peu plus de temps de ce côté du miroir. Et à chaque fois, j'ai envie de remercier. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, peut-être que quelqu'un aura envie de rester un peu plus longtemps du côté de la confiance. Et à chaque fois, c'est une bénédiction pour l'enfance, pour l'humanité. Alors merci beaucoup. Merci à toi, André. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.